En 2010, Shanghai a été un peu au centre du monde avec son expo universelle. Cette ville mythique, globale, à la fois ancienne et nouvelle, est évidemment confrontée à des défis majeurs, démographiques, énergétiques, urbanistiques et bien entendu pollution. Alors aujourd'hui, l'expo est finie et nous avons voulu savoir ce qu'allait devenir Shanghai maintenant, grâce au carnet de voyage de l'un de nos chercheurs qui s'est rendu à Shanghai pour nous rapporter quelques cartes. Voici Shanghai. C'est la première ville chinoise par le nombre d'habitants, suivie par Pékin, qui est la capitale, Chongqing et Guangzhou. Shanghai, en chinois, cela veut dire sur la mer, et la ville ouvre en effet sur la mer de Chine orientale et sur ses routes commerciales. À cette position côtière stratégique s'ajoute l'atout de la position fluviale, parce que Shanghai se situe à l'embouchure du Yangtze, donc en aval d'un long axe qui traverse le pays d'est en ouest sur 6300 km. Le bassin versant du fleuve occupe près de 15% du territoire chinois et concentre 38% de la population du pays. Donc cette localisation particulière a joué un rôle majeur dans le passé de Shanghai, qui devient ainsi l'un des 5 ports chinois ouverts aux Européens après la première guerre de l'opium. À partir de 1846, les Européens s'installent à l'extérieur de la ville chinoise fortifiée, dans des quartiers appelés concessions, qui s'étendent progressivement. Cette présence étrangère dans les concessions ne dépassera jamais 3% de la population totale de la ville, mais elle permet à Shanghai de devenir un pôle économique et industriel majeur. Dans les années 30, la ville est connue pour son rayonnement culturel et artistique. Elle compte alors plus de 3 millions d'habitants, soit le double de la population de Pékin à la même époque. Et puis en 1937, Shanghai est occupée par les troupes japonaises, avant de redevenir chinoise en 1945. Après 1949, à la prise du pouvoir par le Parti communiste de Mao, à Pékin, Shanghai est comme délaissé. On conteste son passé colonial, le luxe, la vie corrompue, le rôle de l'argent et les influences extérieures. Et de centre financier et commercial, Shanghai est transformé en pôle d'industrie lourde, délaissant les services et les infrastructures. Il faudra attendre l'arrivée de Deng Xiaoping au pouvoir en 1978 pour que les réformes économiques viennent transformer la ville. Shanghai devient alors l'une des villes côtières ouvertes destinées à attirer les capitaux étrangers. 2 des anciens maires de la ville arrivent à la tête du Parti communiste, ce qui achève de changer le regard que la capitale porte sur sa rivale du Sud. En 1992, Shanghai est choisie comme ville pionnière pour les nouvelles réformes, sa croissance devant entraîner dans son sillage celle de la Chine entière. De vitrine du colonialisme occidental, Shanghai va donc devenir le symbole du développement économique maîtrisé par le pouvoir central et concurrencer ainsi tout à la fois Hong Kong, qui doit être rétrocédé par les Britanniques en 1997, Singapour et Taipei, 3 villes chinoises toutes dominées par l'influence occidentale. Il y a là, évidemment, de la revanche à prendre sur l'histoire. Pour marquer son passage de ville industrielle à ville de service, Shanghai construit de toutes pièces un quartier d'affaires. Sont annexées de vastes zones agricoles et des chantiers navals situés sur la rive est du Huangpu. Pudong, la rive de l'est, et ses zones de développement économique font face à Puxi, la rive de l'ouest, où se trouvent les anciennes concessions et les quartiers commerçants. Les bâtiments coloniaux du Bund semblent désormais bien petits face au gratte-ciel du quartier d'affaires de Liujiaocui, la tour de la Perle d'Orient, le World Financial Center qui fait 492 mètres, c'est la plus haute tour de Chine, et en principe, pour 2014, une nouvelle tour de plus de 600 mètres de haut devrait apparaître. En 30 ans, la ville s'est considérablement étendue, la situation économique de Shanghai s'est transformée. Alors que l'industrie représentait 77% de ses ressources, elle ne représente plus que 45%, et le niveau des services est passé de 18% à 53%. Ce développement des services est accompagné de l'accroissement de ses capacités portuaires. Au port de Waigaoqiao s'ajoute en 2005 le port de Yangshan, construit sur un polder en eau profonde et relié à la terre ferme par le pont de Donghai, qui est long de 32 km. Le port est maintenant le premier au monde pour le commerce du vrac,
et le sera bientôt aussi pour le volume des containers. Ce développement sur la mer s'accompagne d'un développement en amont du Yangtze. En 2009, la construction du barrage des Trois Gorges permet aux navires de gros tonnage de remonter directement de la mer jusqu'à Wuhan et Chongqing, et voilà donc Shanghai ainsi doté d'une profondeur continentale. L'aménagement urbain est de très grande envergure. Shanghai avait 4 millions d'habitants en 1950. Elle compte aujourd'hui, selon les sources, entre 16 et 20 millions d'habitants. Et ce chiffre varie en fonction des estimations des Minggong, les paysans immigrés venant de la Chine intérieure et dépourvus de tout statut officiel. Sous la pression démographique, la ville s'est développée horizontalement en repoussant les limites urbaines. Le territoire municipal est étendu en 1958 avec l'annexion de districts ruraux. À l'intérieur de ces nouvelles limites, on crée des villes nouvelles. À l'extérieur, le réseau de transport, les trains, les autoroutes notamment, permet de satelliser progressivement les autres villes de la région du Delta. Et puis la ville se développe aussi verticalement. L'habitat traditionnel fait de l'îlot, les courées entourées de petites habitations, disparaît au profit des gratte-ciel. Et puis la ville est choisie fin 2002 par le Bureau international des expositions pour accueillir l'Expo universelle de 2010. Et Shanghai va alors profiter de cette opportunité pour accélérer la suite de l'aménagement de son territoire. Regardons un peu l'expo en détail. L'aménagement du site, soit 5 km², se fait au cœur de la municipalité. Pour cela, les chantiers navals ont été déplacés dans le delta du Yangtze pour construire cette ville dans la ville. Le nouvel aéroport international de Pudong a été relié au centre-ville par le train à sustentation magnétique maglev de fabrication allemande. Et le réseau du métro shanghaïen a aussi été étendu. Il comptait 63 km de voies en l'an 2000. Et à l'ouverture de l'Expo universelle, il en comprend maintenant 420 km, reliant au centre des quartiers périphériques qui deviennent ainsi plus attractifs. Alors derrière ces chiffres et ces réalisations, il y a aussi tous les problèmes engendrés par un tel développement. D'abord un problème social, de spéculation immobilière et d'expropriation. Ensuite un problème environnemental. Shanghai est désormais la capitale économique de la Chine, mais elle est aussi l'une des agglomérations les plus touchées par la pollution industrielle. En 20 ans, les émissions de gaz à effet de serre ont quasiment triplé, tout comme le volume de déchets solides. Ces inquiétudes ne concernent pas uniquement Shanghai, mais la Chine tout entière. La pollution générée par une telle croissance économique est considérable. La Chine est maintenant premier émetteur de gaz à effet de serre au monde. La population est destinée à s'accroître, mais il y a ralentissement démographique. Enfin, l'urbanisation du pays est très rapide. La part d'urbains devrait passer de 47% en 2010 à 73% de la population totale du pays en 2050. C'est donc en lien avec ces problématiques que le thème de l'expo a tourné autour de la ville comme laboratoire de nouvelles solutions en termes de transport électrique, de tri sélectif et d'énergie alternative. Sur le site de l'expo, autour du thème Nouvelle ville pour une nouvelle vie, on pouvait visiter les pavillons de 192 pays. On voit là les pavillons français, allemands. Toute une partie de l'expo proposait aussi un échantillon des meilleures pratiques urbaines, une série de réalisations concrètes venant du monde entier. Parmi ces laboratoires de la ville de demain, on a pu voir des exemples d'expériences étrangères, telles que l'Alsace, Hambourg, Londres, la Mecque. Initialement, un nouveau quartier de Shanghai devait rejoindre ces laboratoires verts, l'écoville de Dongtan sur l'île de Chongmin. Située à la marge de la municipalité, cette île avait été choisie en 2005 pour édifier à son extrémité une ville 100% écologique. Dongtan s'inspirait d'ailleurs de l'écoquartier de Bed-Z à Londres. Elle était censée incarner la référence chinoise en matière de développement durable. Et bien finalement, le choix du site a été justement contesté en raison de l'impact écologique du projet sur une réserve naturelle préexistante et du manque de consultation avec les populations locales. Le projet a été discrètement arrêté suite à des soupçons de corruption concernant l'ancien secrétaire shanghaïen du Parti communiste. Et la crise économique internationale qui a commencé en 2008 n'a évidemment pas arrangé les choses.
À l'horizon 2025, Shanghai va rester parmi les 10 villes les plus peuplées au monde. Eh bien, l'équation pour un développement urbain durable reste à résoudre pour faire avancer de concert les trois piliers que sont économie, environnement et social. Dans la mesure où les Chinois sont de moins en moins ruraux et de plus en plus citadins et qu'ils sont plus d'1 milliard, évidemment, la Chine cherche quel modèle urbain va pouvoir être développé de façon harmonieuse dans cet immense pays. Et Shanghai, évidemment, a constitué un laboratoire de recherche qui est intéressant. Il faut savoir que l'Expo universelle a accueilli à peu près 10% de visiteurs étrangers, ce qui veut dire que 90% étaient des visiteurs chinois, qu'ils ont payé le billet d'entrée fort cher, environ 150 yuan, soit à peu près 17 euros. Il y a eu 73 millions de visiteurs en tout pour l'Expo, ce qui dépasse le record de l'Expo universelle d'Osaka au Japon. Et naturellement, le pouvoir chinois a profité de cette expo pour durcir les contrôles de sécurité, museler la presse et placer les dissidents à résidence pour les empêcher de venir parler avec les visiteurs étrangers. Si vous vous intéressez à la Shanghai actuelle, vous pouvez lire l'Atlas de Shanghai de Thierry Sanjouan aux éditions Autrement. Si vous vous intéressez à l'histoire, à l'anthologie, vous pouvez acheter ce dictionnaire de Shanghai dirigé par Nicolas Idier chez Robert Laffont, collection bouquins. C'est un livre très complet sur l'histoire de cette ville. Toutes ces références, vous pouvez les retrouver en français et en langue allemande sur le site du Dessous des cartes. This is Matthew Holton of the CBC.